Allez, on va commencer. Alors, l'Ethereum. Donc l'Ethereum, il y a deux choses à savoir. Il y a l'Ethereum qui représente le réseau et la blockchain, donc c'est l'intégralité, et l'ETH qu'on surnomme l'Ether, qui est la crypto-monnaie de l'Ethereum. Cette crypto, elle a plusieurs rôles. Elle a le rôle de... ça peut être une monnaie sur laquelle vous investissez dans l'optique de faire du bénéfice, première chose. Ensuite, elle a le rôle de crypto, de monnaie pour pouvoir payer les frais. Donc, quand vous faites des échanges sur la blockchain Ethereum, pour enregistrer votre échange, pour enregistrer votre transaction, vous devez payer des frais et ces frais sont payés en ETH, en Ether. Et ensuite, elle a un rôle de gouvernance, c'est-à-dire que ceux qui possèdent de l'Ether en grande quantité ont un droit de vote auprès de la communauté de l'Ethereum pour pouvoir décider des gros changements, notamment les changements qui sont en cours, comme le passage à l'Ethereum 2.0. L'Ethereum, tac, je vous l'ai mis là. L'Ethereum, deuxième plus grosse crypto-monnaie, avec une capitalisation de l'ordre d'environ 200 milliards de dollars. Donc très très grosse crypto, juste derrière le Bitcoin. Le volume sur 24 heures, 10%, à peu près le double du Bitcoin. Donc regardez le Bitcoin, on a 1000 milliards de capitalisation et seulement, entre guillemets, en seulement 46 milliards, donc 5% de volume sur 24 heures. L'Ethereum est plus utilisé que le Bitcoin, en tous les cas il y a plus de transactions, plus de volume sur 24 heures, et on a à peu près 10%. Alors c'est sûr, si je compare à l'Ether, qui elle a quasiment en général 2 fois son montant de capitalisation, mais c'est pas du tout la même utilité. Mais regardez le Binance Coin, on est à 5% également, donc l'Ether très très utilisé. Voilà. L'objectif de l'Ethereum n'est pas du tout le même que le Bitcoin. Vous savez, le Bitcoin, c'est un objectif de valeur de refuge et de pouvoir avoir des actifs qui sont dans une autre monnaie que l'euro, le dollar, etc. Donc ça a été créé pendant la crise de 2008. Je ne vais pas vous faire tout le blabla sur le Bitcoin. L'Ethereum a un objectif qui est complètement différent. Son objectif à lui, c'est créer une blockchain qui peut héberger des applications, d'autres cryptos également, et des smart contracts. Imaginez que demain, vous avez un projet, vous voulez lancer une crypto-monnaie, vous n'avez pas forcément votre blockchain, parce que ça demande des compétences techniques et certainement financières derrière pour pouvoir avoir les gens techniques qui mettent en place ça, qui est trop important pour vous. Et donc du coup, vous voulez héberger votre crypto sur la blockchain, utiliser la blockchain de l'Ethereum. Et bien ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. L'USDT, par exemple, est hébergé sur la blockchain de l'Ethereum. Donc ça, c'est l'objectif réel de l'Ethereum. En 2017 et 2018, c'est la période où il y a eu le plus d'ICO. Donc les ICO, c'est Initial Coin Offering. Un ICO, rapidement, on va en reparler après. L'ICO, c'est une levée de fonds juste avant l'entrée sur les plateformes d'échange d'une crypto-monnaie. Admettons que vous souhaitez créer une crypto, vous allez investir dans votre projet, donc vos fonds personnels, ça sera entre guillemets la première levée de fonds. Je ne sais pas, moi, vous lancez une société, vous avez besoin de 10 000 € pour couvrir quelques frais, pour lancer, acheter votre ordinateur pour la société, peu importe, et commencer à travailler sur votre projet. Donc vous faites votre première levée de fonds qui est sur vos fonds propres. Et puis un partenaire ou deux partenaires vous rejoignent, ils injectent de l'argent dans la société. On peut considérer que c'est une autre levée de fonds, vous rentrez de l'argent dans la société. Et puis arrivé à un moment donné, au bout de 6 mois, 8 mois, 1 an, peu importe, vous avez mis en place votre projet. Et là, vos compétences techniques sont peut-être limitées. Vous avez besoin de recruter du monde pour vous aider au niveau technique, pour sécuriser votre projet, pour mettre en place votre projet, pour le développer, etc. Vous allez avoir besoin de fonds, d'argent supplémentaire pour pouvoir payer ces personnes, embaucher du monde, etc. Et donc là, vous pouvez faire une deuxième levée de fonds. Et en général, on enchaîne les levées de fonds au fur et à mesure des besoins de la société. Et une des dernières levées de fonds qui est effectuée se fait sous forme de distribution de crypto. Admettons, votre projet est terminé. Vous avez testé votre projet, la crypto est quasiment prête à être lancée. Vous devez
offrir, entre guillemets, un intérêt pour les investisseurs de venir acheter votre crypto, parce que votre crypto, elle n'est pas encore disponible sur les plateformes d'échange, donc elle n'a pas de vraie valeur. Et donc du coup, si vous faites une offre commerciale, alors par exemple, on l'avait vu sur le XSL, on avait vu qu'ils faisaient une proposition d'acheter du SIL, qui est leur crypto-monnaie, à 0,003 $. Voilà. Et donc ils avaient mis à disposition, je sais pas, 5, 10, 15% du portefeuille total des cryptos qui vont être créés, et donc vous offrez une opportunité à des investisseurs de rentrer dans cette crypto. Donc là, vous allez créer des transactions. Et donc du coup, ces premières transactions vont vous permettre de lancer votre blockchain avec déjà des transactions existantes, et ça va vous permettre de sécuriser votre blockchain. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, l'objectif c'est pas que ça rentre quelques heures, mais voilà ce qu'est une ICO, c'est avant que votre crypto soit lancé sur les plateformes d'échange, vous permettez à des investisseurs d'acheter vos cryptos alors qu'elles ne sont pas encore officiellement disponibles au grand public. Et donc ça, on appelle ça une ICO. Et en 2017-2018, il y a eu beaucoup d'ICO. Et ces projets d'ICO étaient pour beaucoup hébergés sur le réseau Ethereum. En plus de ça, vous allez comprendre, donc des projets hébergés sur l'Ethereum, un Ethereum qui est nécessaire pour lancer sur les projets sur le réseau, parce que si vous voulez utiliser le réseau Ethereum, il faut payer. Et donc vous payez comment? En achetant des Ethereum, en étant propriétaire d'Ethereum. Et donc le fait que les projets se lancent sur l'Ethereum, plus le fait que ces projets ont dû investir dans l'Ethereum pour pouvoir payer leur introduction sur la blockchain, plus l'Ethereum des investisseurs, parce que les investisseurs qui, eux, veulent rentrer souvent, il fallait des Ethereum pour pouvoir investir dedans, plus le fait que toutes ces transactions, elles nécessitent de l'Ethereum pour payer les frais de transaction, tout ça, ça a créé une augmentation du cours assez importante entre 2017 et début 2018. Qui dit augmentation du cours, dit augmentation de l'intérêt pour l'Ethereum. Forcément, quand vous voyez une crypto qui monte, il y a plus en plus de gens qui s'y intéressent et qui peuvent potentiellement être intéressés d'investir dedans. Et donc, qui dit augmentation de l'intérêt pour l'Ethereum, augmentation des frais, forcément, et donc saturation du réseau. L'Ethereum a été un petit peu victime de son succès en 2017-2018 et le réseau a commencé à saturer. Ensuite, il y a eu une grosse dégringolade du cours, on va le voir après tout à l'heure sur l'analyse technique. Et en été 2020, il y a eu un autre phénomène qui est l'explosion de la DeFi. Donc la DeFi, c'est la finance décentralisée, c'est le fait de pouvoir faire un prêt, des contrats d'assurance, etc. Tout un tas de smart contracts, des contrats intelligents, qui vont être complètement décentralisés. Donc derrière, il n'y a pas forcément une société. C'est, pour vulgariser, c'est comme si c'était un algorithme qui tourne tout seul, et si vous rentrez les critères de l'algorithme, ça s'exécute automatiquement. Un exemple de ça, et un exemple qui est souvent repris, c'est par exemple dans l'assurance. Imaginez que vous achetez un billet d'avion sur Air France, par exemple, Cocorico, Air France vous propose pour 10 € de plus une assurance annulation, qui, en cas de retard de 4 heures de l'avion, vous rembourse 20% du montant du billet, admettons. Ça, on pourrait très bien le mettre dans un smart contract de manière complètement décentralisée. C'est-à-dire qu'on ferait tourner un protocole qui dit, voilà, l'avion est prévu, on rentre les données, l'avion est prévu à 18 heures. Finalement, l'avion est parti 5 heures plus tard. Il était prévu dans le contrat que si ça arrivait plus que 4 heures après le départ, donc plus de 4 heures de retard, on rembourserait automatiquement 20% du montant du billet au client. On n'a pas besoin d'une tierce personne, on pourrait le mettre de manière mathématique dans un algorithme. Ça serait un protocole d'assurance complètement décentralisé. Et donc toutes ces idées, on peut imaginer un milliard de trucs, mais toutes ces idées, alors les prêts, je parle des prêts rapidement, aujourd'hui vous avez un bitcoin. Vous avez la chance d'avoir un bitcoin. Un bitcoin, on va dire, c'est 50 000 €. Vous pouvez très bien, en finance décentralisée, mettre en garantie ce bitcoin, donc sans le vendre. Votre objectif, vous l'avez acheté, vous voulez le revendre quand il fait 100 000 €. Donc vous n'avez pas envie de le vendre aujourd'hui. Mais en même temps, cet argent, ces 50 000 €, vous voulez les exploiter parce qu'ils dorment, ils sont investis et vous ne pouvez plus y toucher. Dans un protocole de finance décentralisée, vous pouvez très bien mettre en garantie ce bitcoin, donc pour une valeur à l'instant T de 50 000 €, si on admet que le bitcoin est au cours de 50 000 au moment
où on exécute le contrat. Et ce service de finance décentralisée va vous prêter de l'argent, de la liquidité, sous forme de crypto ou d'autres choses, peu importe, à hauteur de 25% du montant garanti. Donc si vous déposez 50 000 euros, ou 20% pour faire un chiffre rond, et ben eux ils vont vous prêter 10 000 euros. Ce qui fait que vos 50 000 euros où cet argent est immobilisé, vous ne pouvez plus l'utiliser, vous n'avez plus qu'à attendre que ça monte à 100 000 pour encaisser votre plus-value, et ben vous pouvez le mettre dans un protocole de finance décentralisée, mettre en garantie ce Bitcoin. Eux, ils vont vous prêter, en général, c'est un quart ou un tiers maximum du montant immobilisé. Admettons 20% pour cet exemple. Ils vont vous prêter 10 000 euros en USDT, par exemple. Et ces 10 000 euros, avec un taux d'intérêt, vous allez pouvoir les investir sur d'autres cryptos. Ce qui fait que vous pouvez optimiser votre argent immobilisé dans des placements en crypto, en déplacement long terme. Voilà, c'est un exemple de la DeFi. Et donc la DeFi a vraiment explosé à l'été 2020. Tout ce qu'on a vu avant 2017-2018 plus la DeFi en 2020, ça a vraiment accentué le problème de saturation du réseau avec des frais, des demandes de plus en plus importantes. Et on sait que dans l'Ethereum, le nombre de transactions par minute est limité. Et donc du coup, il y a eu de plus en plus de demandes et donc les frais ont augmenté. Admettons que aujourd'hui, il y a une possibilité, je donne un exemple au hasard, il y a 10 transactions possibles par minute, la transaction coûte 1 euro. Ben, s'il y a 10 personnes qui veulent faire la transaction dans la minute, chacun paye 1 euro et la transaction est validée. Mais si, admettons, il y a toujours 10 transactions possibles par minute, mais qu'il y a 1000 personnes qui veulent faire une transaction, eh ben c'est l'offre et la demande qui va s'appliquer. Et donc, ceux qui paieront le plus cher seront prioritaires. Et les autres attendront la minute suivante, voire les 5, 10, 15, 20 heures suivantes pour pouvoir valider leur contrat. Et donc, du coup, on s'est retrouvé sur l'Ethereum à des frais, si vous achetiez 100 $ d'Ethereum, si vous vouliez enregistrer une transaction pour 100 $, j'en sais rien, vous auriez pu avoir 200, 300, 400, des fois même 500 $ de frais. Donc du coup, forcément, moins d'intérêt. Alors pour quelqu'un qui paye des millions, ça pose pas de problème de payer 300 ou 400 $ de frais, mais si vous placez 500 $ dans la finance décentralisée et que vous avez 300 $ de frais, ça devient plus intéressant. Et donc du coup, tout ça a incité les gens qui gèrent l'Ethereum à développer un nouveau protocole qui est l'Ethereum 2.0. Ce protocole d'Ethereum 2.0, en fait, l'idée principale, c'est de passer de la Proof of Work à la Proof of Stake. Alors, la Proof of Work, c'est comme ça que fonctionne le Bitcoin et l'Ethereum jusqu'à aujourd'hui. La Proof of Work, rapidement, mais vraiment très rapidement. Dans la blockchain, vous avez des blocs qui sont tous les X minutes. Chaque bloc enregistre, c'est un peu le journal comptable, enregistre toutes les transactions qui ont été faites entre maintenant et le prochain et le précédent bloc. D'accord? Donc, vous avez un bloc, je ne sais pas moi, à 16h00. Toutes les 10 minutes, il y a un bloc sur Bitcoin. Donc, à 16h10, on va enregistrer toutes les transactions qui ont eu lieu entre 16h et 16h10. Et donc, pour valider ces transactions, on envoie un calcul informatique à des personnes qu'on appelle des mineurs, qui doivent exécuter un calcul informatique très compliqué, qui demande beaucoup de ressources informatiques et qui est très énergivore d'électricité, etc., etc. Et le premier qui trouve la solution à ce calcul est vérifié par d'autres personnes, d'autres mineurs. Alors, le calcul est très compliqué, mais la vérification du résultat est très rapide. Donc le premier ordinateur, ça va prendre à peu près 10 minutes, qui trouve la réponse à ce résultat, va envoyer ce résultat à tous les autres mineurs pour vérifier le calcul. Si le calcul est bon, un nouveau bloc est créé et on repart pour une période de 10 minutes, le temps qu'un nouveau bloc soit créé, etc., etc. Salut, attention, pas toutes les transactions, uniquement les transactions qui ont été choisies par les mineurs pour être intégrées. Ce qui induit la non-scalabilité. Ouais, j'ai pas trop compris ton truc, mais ok. Donc ça, c'est la Proof of Work. Et l'Ethereum, aujourd'hui, fonctionne sur ce protocole. Et l'objectif, c'est de passer de la
Proof of Stake, la preuve d'enjeu en français. Donc là, c'est complètement différent. L'algorithme, pour faire vraiment très simple, l'algorithme qui va valider les nouveaux blocs, c'est les personnes qui vont être choisies. Ce ne sont pas les personnes qui possèdent des grosses puissances informatiques, mais ceux qui ont staké un montant d'Ethereum. Admettons que vous aviez 100 Ethereum dans votre wallet, vous le stakez, vous le mettez à disposition de la blockchain, et il y a tout un protocole qui va derrière et qui fait que plus vous stakez, plus vous avez de chances d'être sélectionné. Donc si vous stakez 100 Ethereum, vous avez 100 fois de plus de chances que si vous stakez un Ethereum. Et le fait que vous mettez en garantie vos Ethereum pour valider un bloc fait que ça permet de valider, de créer le bloc suivant. Votre garantie, vous avez tout intérêt à ce que le bloc soit confirmé sans triche, parce que s'il y a triche, une partie de vos Ethereum stakés vont être pris sous forme de punition, pour vulgariser. Tu disais toutes les transactions sont intégrées au bloc, je précise que pas toutes. Oui, pas toutes, exact. Ouais, mais là, on rentre dans la partie vraiment technique. Alors, pas toutes, ça dépend. Si tu es sur j'ai pas envie de rentrer dans le détail, mais si tu es sur une blockchain de première couche, toutes les transactions vont être intégrées au bloc et elles vont être validées. En tous les cas, tous ceux qui ont demandé à ce que leurs transactions soient enregistrées dans la blockchain. Tu peux acheter des Ethereum sur Binance par exemple, mais Binance reste propriétaire de tes Ethereum et donc cette transaction n'est pas enregistrée dans la blockchain. Par contre, si tu veux enregistrer tes Ethereum sur une clé Ledger par exemple, là tu vas devoir enregistrer cette transaction dans la blockchain et donc du coup tu vas devoir payer des frais. Donc le passage Ethereum 2.0, c'est le passage de la Proof of Work à la Proof of Stake. Dans la Proof of Work, quand vous avez les mineurs, donc à force de récupérer les frais et les récompenses de minage, ils ont, par exemple pour le Bitcoin, ils ont du Bitcoin de plus en plus, parce que les frais qui sont leur partie de frais qui leur revient et les récompenses sont payés en Bitcoin, donc ils ont du Bitcoin, et de temps en temps, parce que les matériels informatiques évoluent très très vite, et c'est des gros investissements, de temps en temps, ils sont obligés de revendre du Bitcoin pour pouvoir rentrer de la liquidité, pour pouvoir faire des nouveaux investissements. Donc du coup, on va dire que ça a tendance à avoir en permanence des vendeurs, parce que les mineurs, plus ils accumulent du Bitcoin, plus à un moment donné, ils vont devoir en vendre pour récupérer de la liquidité. Et donc du coup, ça a tendance à tirer le prix un peu vers la baisse en mettant en permanence des vendeurs sur le marché. Avec la Proof of Stake, c'est l'inverse. C'est plus vous en avez, plus vous avez de chances d'être sélectionné par la blockchain pour valider un bloc en tant que validateur. Et donc du coup, les frais et les récompenses que vous allez recevoir, qui vont être en Ethereum, ben vous allez vouloir les conserver. Et donc du coup, vous vendrez moins vos Ethereum. Et l'idée, c'est d'en accumuler le plus possible pour avoir de plus en plus de chances. Donc on n'a pas cet effet mécanique qui tire un peu les cours vers le bas. Donc ça, c'est une grosse différence quand même à prendre en compte entre la Proof of Stake et la Proof of Work. Et donc l'Ethereum 2.0 a lancé son process de basculement à l'Ethereum 2.0 fin 2020, en décembre 2020. L'objectif, c'est d'augmenter la scalabilité du réseau, donc pouvoir valider chaque nœud a les mêmes chances d'être choisi. Je ne sais pas si tu me parles du Bitcoin ou de l'Ethereum, mais faux, pas de concurrence, chaque nœud a les mêmes chances d'être choisi. Non, c'est faux. Non, tu n'as pas la même chance. Si tu es en Proof of Stake, plus tu accumules de crypto, d'Ethereum en question, plus tu as de chances d'être choisi. Si tu as 100 Ethereum, tu as 100 fois plus de chances d'être sélectionné que si tu as un Ethereum. Bref, donc l'objectif de passer au 2.0, c'est d'augmenter la scalabilité du réseau et de diminuer les frais pour accueillir plus de projets. L'Ethereum 2.0, il est attendu pour 2022 à 2023. Attention, ça fait de nombreuses années que l'Ethereum 2.0 est annoncé. Là, le process est lancé. Maintenant, on n'est pas sûr qu'il n'y ait pas du retard. Et donc, aujourd'hui, l'Ethereum est un petit peu... Attention au retard. Aujourd'hui, il y a des concurrents qui sont en train de se mettre en place. Pourquoi? Parce que le temps que cette bascule se fasse sur l'Ethereum 2.0, eh ben, il y en a qui ont décidé de copier entre guillemets,
l'Ethereum, c'est le projet Avalanche, Cosmos, Polkadot. Il y a la Binance Smart Chain également qui propose des services qui sont ni plus ni moins que des copies des services de DeFi qui sont aujourd'hui proposés sur l'Ethereum et qui deviennent plus aussi intéressants à cause des frais importants. Et donc du coup, il y a des concurrents qui sont mis en place. Le gros avantage de l'Ethereum, c'est que ça reste un réseau très populaire. Il y a une grosse communauté autour de l'Ethereum. Ils ont un historique qui est très important et il y a beaucoup de projets et de cryptos qui sont hébergés sur leur blockchain et sur leur réseau. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de savoir dans combien de temps sera l'Ethereum 2.0, parce que beaucoup d'experts disent que c'est à ce moment-là que l'Ethereum va pouvoir prendre son envol et certainement l'Ether devrait suivre une croissance également importante en termes de cotation. Et donc l'objectif, c'est de savoir quand est-ce que ça va arriver, s'il n'y a pas de retard, et est-ce que la part de marché ne sera pas grignotée par les concurrents si ça met 1 an, 2 ans, 3 ans à arriver. Est-ce que pendant ces 3 années, est-ce que les projets sur Ethereum ne vont pas tomber à l'eau parce qu'ils ont été victimes de la concurrence qui tourne sur des blockchains plus rapides. Voilà.